Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. On est le mercredi 30 mai 2018. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. J'ai habituellement avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Emma et bonjour à tout le monde, bienvenue. Voilà, c'est le magazine Nos Nouvelles, comme je vous avais dit, le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. On va parler de quoi sur le plan local de cette campagne de UNICEF Canada en faveur des enfants. Il y a énormément de personnalités qui prêtent leur visage à cette campagne concernant la situation des enfants ici au Canada et en comparaison avec la situation des enfants dans le monde. Et le Canada vraiment traîne la savate de ce côté-là. On va parler à Caroline McGuinty, qui est la porte-parole, disons, de UNICEF Canada pour cette campagne. En Haïti, Jean-Étienne, vers une politisation de la police avec un arrêté présidentiel. Est-ce qu'on verra ça? C'est ce qu'on va voir un peu dans les détails dans cette émission. Oui. L'arrêté est sorti et ça fait déjà couler beaucoup d'encre en Haïti. Énormément de réactions. Et la seule réaction positive à ça, ça vient de Himmler Rébu, l'ancien colonel, qui est un ancien ministre des Sports, de PHTK. Et qui pense que c'est nécessaire en tout cas, il appuie le contenu, l'idée de se communiquer. Évidemment et naturellement, l'autre qui appuie ça, et pas des moindres, c'est le ministre des Communications, Guy Delva. Ce qui n'étonne pas, justement. Grand monde, non. Et donc, on va parler de ça. On aura plusieurs réactions, notamment des sénateurs de PHTK qui s'opposent à cette question-là. On va parler aussi des responsables de droits humains qui s'opposent à ça. Et on parlera aussi de Jovenel Moïse qui est au Taïwan. Une délégation de 30 personnes, mais ça a l'air qu'on ne connaît pas qui fait partie de cette délégation. Et c'est ce qu'on va voir un peu dans les détails au cours de cette émission. Voilà. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On vous revient tout de suite pour le développement de ces informations et de bien d'autres. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Qui bon marché, ouais pour jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe permanente, cheveux pour tresse. Non marché, ouais pour faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et 10 minutes pour amis. Marché, ouais pour qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. Les besoins pour force, manger ouais bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514-493-9745. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, vous écoutez le magazine Nos Nouvelles sur les ondes de Radio Centre-Ville. Il est 7h04. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp 438-395-1256 un peu plus tard. Et si vous avez des commentaires aussi, envoyez-nous ça par WhatsApp, que ce soit audio ou texte. On sera également sur YouTube. Alors, on vous le disait en titre, on allait vous parler de UNICEF Canada, la situation des enfants ici au Canada. Avant d'arriver ici, on avait toujours la perception que le Canada, c'est un pays riche. D'ailleurs, oui, c'est un pays riche qui fait partie du G7. Mais est-ce qu'on s'attendait à ce que la situation des enfants canadiens soit aussi critique? Non. Et c'est pour ça que UNICEF Canada a lancé, une semaine déjà,
une campagne de sensibilisation par rapport à la situation des enfants ici. Et la porte-parole de la campagne, elle s'appelle Caroline McGuinty. Et elle aussi, elle dit s'étonner de voir de tels résultats par rapport à la situation des enfants ici au Canada. Mais je dois être honnête, nous aussi, à l'UNICEF, on est choqués, on est déçus, je dirais, de la situation des enfants au Canada. Ça fait 10 ans que le Canada ne fait pas si bien pour nos enfants. Donc, l'UNICEF a un indice où nous faisons le bilan du bien-être des enfants presque à chaque année. Regardons les 40 pays les plus riches du monde et ça fait 10 ans que le Canada est classé au milieu. On n'est même pas parmi les pays, parmi les meilleurs 20 pays du monde pour les enfants. Donc, on sonne l'alarme. Nous avons les faits, nous avons fait des recherches et nous savons que nous pouvons faire mieux pour nos enfants. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne. Nous voulons commencer la conversation avec les Canadiens et Canadiennes, avec les organismes et avec les gouvernements. OK. Est-ce que le gouvernement appuie cette campagne? Nous savons que le gouvernement canadien est très intéressé au sujet de la jeunesse. Et nous travaillons avec le gouvernement et nous savons qu'ils sont au courant de cette campagne et nous voulons travailler de très près avec eux pour améliorer la situation des enfants et nous mettons de l'avant des solutions avec des enfants canadiens pour améliorer la situation des enfants et des jeunes au Canada. C'est un décor assez sombre quand même pour un pays comme le Canada en termes pour les enfants. Mais c'est quelle communauté? Est-ce qu'il y a une communauté, je sais pas, qui est plus concernée par cette réalité ou c'est une situation générale? Oui, on a posé la question à Mme McGuinty, à savoir est-ce qu'il y a des communautés qui sont beaucoup plus touchées que d'autres? Si l'on considère que, par exemple, les immigrants ici au Québec, en particulier au Québec, il y a beaucoup plus d'immigrants qui sont au chômage ici au Québec que d'autres. Quand vous ne travaillez pas, ça a des répercussions aussi sur vos enfants, sur votre fonctionnement, votre famille, votre qualité de vie et tout ça. Et ce que Madame McGuinty n'a pas voulu répondre précisément à ça. Selon elle, toutes les communautés sont touchées ici au Canada, mais surtout dans cet extrait que vous allez entendre, elle va nous présenter les statistiques, les données comparatives de la situation du Canada par rapport au reste du monde. Où est-ce que le Canada se situe? Ce qui est, je pense, le plus choquant peut-être, c'est que vraiment, ce sont des Canadiens, toutes sortes de jeunes Canadiens qui sont touchés. Il y a toutes sortes de jeunes Canadiens, d'enfants Canadiens dans toutes les communautés qui sont affectées. Et vraiment, la situation au Canada est terrible. Juste pour préciser, le Canada se classe au 32e rang sur 41 pays en ce qui concerne les enfants qui vivent sur le seuil ou sous le seuil de la pauvreté. Ça veut dire un enfant sur 5. On sait aussi que le Canada est classé très bas en ce qui a trait au taux de suicide chez les jeunes. On est 31e sur 41 pays. C'est un taux supérieur à celui des États-Unis. Et dernièrement, pour un autre exemple, c'est nos enfants ont des poids malsains et on a beaucoup d'enfants qui sont obèses. On est classé 29e parmi 41 pays. Donc, nous avons vraiment beaucoup de travail à faire. Ça touche les jeunes Canadiens et Canadiennes à travers le pays et c'est pour cela qu'on sonne l'alarme, que nous voulons débuter la conversation et mettre d'avant des solutions pour améliorer cette situation. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, ce qu'on demande aux Canadiens et aux Canadiennes de faire, c'est vraiment de visiter notre site web, unejeunesse.ca et on invite les Canadiens à regarder le mot-clic 8 millions d'actions. Et ce qu'on veut faire, c'est demander aux Canadiens de poser un geste pour nous aider à entamer cette conversation. Ils peuvent faire du bénévolat avec des enfants dans leur communauté, en parler avec leurs députés. Mais nous aussi, à l'UNICEF, nous avons lancé cette initiative qui s'appelle Une Jeunesse. Et on travaille avec les jeunes, les organismes, les gouvernements pour avoir des meilleures données. Nous devons mieux savoir la situation des enfants, quels sont les enjeux auxquels ils font face et aider au gouvernement de bien comprendre ces données pour qu'ils puissent mieux cerner les solutions qui vont faire une différence pour les enfants.
C'est tous les Canadiens, mais aussi c'est le gouvernement qui doit intervenir, Jean-Hubert. Oui, absolument. On a demandé à Mme McGuinty, enfin, mais qu'est-ce qui... Là, c'est au niveau de la population. Elle a dit ce qu'il faudrait faire. Participer à la campagne, évidemment, mais qu'est-ce qu'il demande au gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour changer ça? On a posé la question à Mme McGuinty. Et c'est là, dans sa réponse, qu'on a compris qu'il y a en particulier, selon les données de l'UNICEF, les communautés autochtones, les enfants autochtones, apparemment, sont les plus touchés. Je commencerai par dire qu'on est un pays qui est devenu de plus en plus inégal. Et je pense que parfois, on oublie ça. Et par les 10 dernières années, on a vu que le Canada n'a pas fait de progrès. On a vu qu'il y a de plus en plus d'inégalités. Et ce qu'on aimerait voir, c'est un gouvernement qui investit de plus en plus dans la petite enfance et de poursuivre les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. Ce sont 2 gestes qui vont vraiment améliorer la situation des enfants au Canada. Alors, François, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, François. Ça va. Le soleil est toujours là, hein, comme hier. On a l'impression que Jean-Hubert a un problème parce que le soleil n'est pas là. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, ça n'a aucune influence sur mon humeur, là. Qu'il pleuve, qu'il tonne, ce sont les aléas de la nature, de la vie. Qu'est-ce que vous voulez? On est là, fidèle au poste, et puis on veut informer la population. Absolument, oui. Une texto de nouvelles. Oui. Bon, alors, dans le reportage sur la UNICEF, je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui sont en situation difficile, et est-ce qu'on parle comme je disais, d'une communauté déterminée, ou bien... UNICEF n'a pas voulu le dire clairement, mais dans le dernier extrait qu'on a diffusé, on a compris carrément que les enfants autochtones sont les plus touchés, parce que Mme McGuinty, justement, invite le gouvernement beaucoup plus à se réconcilier avec les communautés autochtones pour régler un peu cette question-là. On l'a compris. Mais ce qu'elle a dit, c'est que dans toutes les communautés, il y a des enfants qui font partie de cette situation-là. Ah, ok. Bon, en tout cas, ça veut savoir, ok. Évidemment, les enfants d'immigrants, hein, ils font absolument partie de ce lot-là. Ouais, ça, c'est clair. Oui, tout à fait. Alors, on va parler d'immigration, on va parler de 2 points, et alors, on laisse le dernier point le plus important. Et le premier point, c'est d'abord pour une ex-conseillère en immigration qui est condamnée à 7 ans de prison. C'est une ancienne conseillère en immigration de Toronto, Angela Codina. Elle avait été déjà radiée du barreau du Haut-Canada et elle a été condamnée mardi à 7 ans de prison. 7 ans de prison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? 7 ans de prison parce que elle a un passé assez lourd. Assez lourd parce que dans le premier temps, tout ce qu'on dit d'elle, c'est que elle a produit des clients, elle a pris de l'argent de certaines personnes vulnérables, elle leur a promis de régulariser leur situation, ok, et rien n'a été fait. Alors, le juge a trouvé qu'elle représente une menace pour la communauté. Et non seulement elle peut être contrôlée, elle n'affiche aucun remords, parce qu'on dit que ce qu'elle a fait constitue un crime, parce que promettre à des gens, par exemple des personnes qui a pris $30,000, $20,000, elle leur dit que oui, je vais vous donner la résidence permanente. Alors là encore, quelle prétention elle va leur donner la résidence? Parce que c'est pas un conseiller, un avocat qui donne la résidence, c'est le gouvernement qui donne la résidence. Alors la personne qui accompagne, c'est ça le mot, on accompagne le client et on l'aide dans le dossier, mais c'est le gouvernement qui donne la résidence permanente. Alors elle a été inculpée
la couronne demandait 11 ans de prison. Finalement, le juge a donné seulement 7 ans de prison. C'est sévère quand même. Oui, on pense qu'elle va réfléchir, qu'elle va... Parce que je vois souvent, les gens ne pensent pas que les personnes vulnérables, des demandeurs d'asile, des gens qui arrivent, des étudiants étrangers, des visiteurs, souvent, ces personnes ne connaissent pas les lois et n'importe qui peut leur dire n'importe quoi. Par exemple, hier, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit on fait savoir que si on a 2 enfants dans le pays qui sont canadiens, vous avez automatiquement la résidence permanente. Bon? Wow. Soit la personne a fumé quelque chose, là, on attend un juillet pour dire c'est le cannabis. Alors, soit la personne a fumé quelque chose, ou bien... Soit que la personne a fumé du bon, là. Oui. Un juillet, on va parler du cannabis. Ok, c'est bon. Mais en tout cas, c'est sévère comme par rapport à des sentences bonbons qu'on entend souvent ici, là. Oui, exactement. Apparemment, lorsque les gens détournent beaucoup de fonds, là, c'est des certains bonbons, mais il y a des choses qui sont réellement considérées comme criminelles pour les juges. Lorsque, par exemple, on va frauder des personnes ou bien on va mentir à des gens, souvent c'est considéré au niveau des sentences comme très très grave. Ouais. L'autre sujet, François. L'autre sujet, on revient à l'entente sur les pays tiers sûrs. Cette fameuse entente. On va l'arrêter, on va pas mettre ça de côté ou quoi? Non, hier, le ministre de l'Immigration était en comité parlementaire avec le ministre de la Sécurité publique, la porte-parole du Parti conservateur en matière d'immigration et porte-parole également du NPD, de tous les partis Québec debout. Moi, je ne savais pas que Québec debout et Bloc avaient déjà pris position au Parlement, à la Chambre des communes. Maintenant, il y a 2 partis qui représentent le Québec, Québec debout et le Bloc québécois. Ben oui, depuis le départ de 7 députés du Bloc québécois, je crois. Oui, je ne savais pas que ça avait commencé parce qu'à la blague, les gens disaient c'est normal qu'on les appelle Québec debout parce qu'ils n'ont pas de siège, ils vont rester debout. Alors, c'est... Malheureusement, c'est... Bon, ok. Alors, voici ce que le ministre de l'Immigration, on vous a dit que depuis quelque temps, il essaie de trouver des solutions pour régler cette crise-là qui perdure. Alors, dans ce premier temps, il est venu avec la question dernier entrée, premier servi. Oui, on en a parlé justement. Apparemment, ça n'a pas l'air de pressionner personne avec ça. On se dit, mais qu'est-ce que ça va donner si les gens continuent à entrer? Maintenant, il y a un comité parlementaire, il a dit parce qu'on lui a dit, mais c'est quoi vous avez comme proposition? Alors, il dit que pour lui, ce qu'on devrait faire, on devrait avoir des données biométriques pour les demandeurs d'asile aux États-Unis. Ça permettrait aux agents douaniers de savoir que les gens ont fait une demande déjà aux États-Unis. Et là, maintenant, on pourrait savoir si oui ou non on va les laisser entrer. Ok. Oui, mais... Avez-vous compris une chose? Oui, ça veut dire qu'on allait appliquer l'entente sur les pays tiers sûrs à la frontière. Oui, c'est que là maintenant, il a demandé aux autorités américaines de donner au Canada, d'appliquer les données biométriques, et ça permettrait aux agents douaniers de pouvoir savoir par exemple que oui, on a fait déjà une demande d'asile aux États-Unis, et voilà la réponse, et puis à partir de là, pour savoir ce qu'on pourrait faire. Oui, mais comment est-ce que ça allait se passer, puisque les gens ne se présentent pas à des postes réguliers de la frontière? Ça, c'est une chose. Oui, Tom. Oui, l'autre chose, François, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent qu'un nombre important des gens qui viennent des demandeurs d'asile ici ont déjà effectué une demande aux États-Unis? Apparemment, je ne sais pas, moi je n'ai pas les chiffres, mais rien ne montre que tous ces gens-là qui viennent pour demander asile ici ont déjà fait ça aux États-Unis. On ne comprend pas qu'est-ce que ça va donner. Et puis, souvent, lorsque les gens arrivent à la frontière, on leur demande si vous avez déjà fait une demande aux États-Unis. Les gens le disent et on ne peut pas empêcher à la personne de faire cette demande-là. Alors,
on ne voit pas. Alors, en tout cas, l'opposition à la Chambre des communes a dit, mais on ne comprend pas. D'ailleurs, on dit, bon, monsieur le ministre, est-ce que vous savez combien de personnes sont entrées par la frontière en date d'aujourd'hui? On ne sait pas. On va donner les chiffres très bientôt. Alors, la porte-parole de l'opposition, Mme Michèle Remtel, elle dit non, ça ne convient pas du tout. Alors, ce qu'elle prône, ce que le Parti conservateur a prôné depuis le début, elle a dit il faut que toute la frontière soit considérée comme un poste officiel. Oui. OK. Toute la frontière. Alors, ça veut dire Roxham et compagnie. Hein? Roxham et compagnie. Oh oui, toute la frontière. Okay. Alors là, maintenant, quand elle a dit ça, le ministre de la Sécurité publique, M. Rav Godel, a dit, bon là, maintenant, on ne comprend plus rien. Parce qu'il y a près de 9000 kilomètres entre le Canada et les États-Unis. Il y a près de 120 points d'entrée officiels. Alors, quand on dit qu'on va considérer toute la frontière, il faudrait mettre au moins un agent de service hôtelier tous les sampliers. Et ça va faire beaucoup d'argent. Et là encore, on n'aurait pas autant de personnel, de ressources disponibles pour faire ça. Et là maintenant, les gens allaient profiter, ils allaient passer dans les coins où il y a moins d'argent. OK? Bon, alors, ça c'est la position du Parti conservateur. Le NPD a été plus comique. Le NPD, savez-vous ce qu'il a dit? Il dit le problème des personnes qui arrivent ici au Canada, le seul problème, c'est Donald Trump. OK. C'est Donald Trump qui est le problème. Alors, il faut que le Canada aille parler à Donald Trump. Parce que c'est Donald Trump. Ben, bonne chance. Bonne chance avec ça. Va tweeter une chose. Et tout le monde va partir. Chaque fois que Donald Trump va tweeter quelque chose, les gens viennent. Alors, il faut parler à Donald Trump pour l'empêcher de tweeter et pour l'empêcher de faire des choses comme ça. C'est assez humoristique, effectivement, comme tu as dit. Bonne chance avec ça. Le Bloc québécois et Québec debout, eux autres, ils demandent qu'on mette fin à l'attente sur les pays tiers sûrs, comme le réclament tous les barreaux au Canada, comme le réclament le Parti québécois aussi. Oui, c'est ça. Bloc québécois et puis Québec debout, ils demandent qu'on mette fin à l'entente. Ça a été une belle rencontre là. Il y a des propositions, mais il faut dire que, la situation est difficile. On n'est toujours pas sorti du bois, en tout cas. Non. Ça veut dire trouver une solution à ce problème-là n'est pas évident. Ça veut dire personne n'a le monopole de la vérité dans ça. C'est vraiment une situation extrêmement difficile. Alors, on ne sait pas. On a annoncé 64 nouveaux commissaires pour régler ces questions-là. Mais hier, j'ai été encore en bas à la CISR. Moi, je n'ai pas vu d'affluence. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes dans la salle d'audience. Alors, on se pose des questions, sérieusement, et comment ça va se passer. Bon, on va voir. On va voir, François. Ben, merci beaucoup pour ces éléments d'information. Ça a été un beau débat entre les partis politiques par rapport à cette problématique. Mais on n'est toujours pas sorti du bois du chemin Roxham. Non, pas du tout. Merci. Je rappelle que François dirige la ferme Vision Max Service, une ferme spécialisée en immigration. Vous pouvez voir les coordonnées de Vision Max Service à l'écran sur Facebook si vous avez des questions pour François en particulier. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi rejoindre côté qui vendent. Bon marché, ouais, pour jouer une produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non marché, ouais, pour faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché, ouais, pour qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. Les besoins pour force, marché, ouais, pour mon vrai bouillon. Macheruebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45.
Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. C'est 7h29. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto, intexto.ca. Nous sommes également sur Facebook et nous serons en différé sur YouTube et WhatsApp. Ce sont les nouvelles d'Haïti qui entrent chez vous à l'instant. Il y a un arrêté qui n'arrête pas de provoquer des réactions. C'est quoi l'affaire concrètement, Jean-Hubert? On parle d'un arrêté présidentiel qui viendrait abolir une partie de la loi de 1994-95 sur la police nationale, sur le fonctionnement de la police nationale. Vous savez, le directeur général de la police nationale fait partie
de ce qu'on appelle le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, tout comme le Premier ministre, le président. Et le directeur général assiste à toutes les réunions. Et la loi disait que justement, le CSPN doit donner son avis sur un certain nombre de décisions que pourrait prendre le directeur général. Ça, c'est la loi qui dit ça. Maintenant, il y a un arrêté qui a été rendu public hier et signé par tous les ministres, y compris Guy Delva, que vous allez entendre en termes de réaction, et qui dit que dorénavant, toutes les décisions du directeur général de la police doivent être approuvées, doivent obtenir l'approbation, c'est le mot utilisé par l'arrêté, l'approbation du CSPN, du Conseil supérieur de la police nationale. Alors, il y a énormément de réactions à la suite de ça, notamment des réactions de parlementaires proches du pouvoir, de PHTK. D'abord, on va entendre Francnet Deneus, sénateur d'ENIP, proche du PHTK, qui va, dans un premier temps, analyser cet arrêté-là. Et il y a une sorte de réduction de pouvoir qui fait des directeurs généraux là, et lui-même qui gagnait et attribution pour contrôler toute bagaille ça avec d'autres membres de conseil de la police. D'autant plus que, et moi regardé, moi ouais loi et 96 sur organisation et fonctionnement de la police, il n'a pas visé l'arrêté et là encore pensé que son manquement que lui. Non, si une loi dit avis, arrêté à dire approbation, à partir de ce moment, les contraires à la loi. C'est avis, moi, pour me demander son question. Avis, on peut passer de lui, parce que un avis, c'est un avis. Mais si c'est approbation, à partir de ce moment, moi, tenu à attendre une réponse qu'au ban moi, avant que moi-même, moi, avance. Est-ce qu'on est en train d'assister à une politisation de la police? C'est ce que craignent plusieurs de ces sénateurs et des responsables de droits humains aussi, qu'on va entendre au cours de cette partie du magazine. Et Francnet Deneus, encore une fois, sénateur d'ENIP, proche du pouvoir, craint justement une politisation, un début de politisation en tout cas, de la police nationale. Rappel là, tu es capable de toujours faire, mais il faut qu'il te reprenne mot à mot. Parce que pas oublier, arrêter à pas qu'à contraire à la loi. Parce que dans la hiérarchie des normes, arrêter à Lévin après loi. Donc arrêter à pas qu'à et pas conforme avec la loi. Donc moi-même, moi pensais, je pas bral courir dit son volonté pour politiser la police là, mais vraiment gagner une crainte légitime que la police là est capable de politiser si vraiment l'y échapper à contrôle directeur. Et les réactions pleuvent, même au niveau de PHTK, comme Moni Célestin, qui est un PHTK clair et... Ah oui, il a été élu sous la bannière du PHTK, là. Comme ancien policier, il n'approuve pas ce décret. Non, absolument pas, tout comme l'ancien directeur général de la police nationale, Marion Gressol, qu'on aura écouté. Mais Moni Célestin dit, écoutez, ça, cet arrêté-là, c'est un arrêté qui concerne uniquement la présidence, ça ne concerne pas le Parlement, ça ne concerne pas la police, et il invite même le directeur général de la police, M. Gédéon, à faire fi de cet arrêté-là. CSPN n'a pas d'aucune autorité sur le chef de police. D'abord, le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. C'est le Parlement qui bat le chef de police en mandat pour assurer que limiter l'ordre et sécuriser la nation. Qu'est-ce qu'on a pas sortir arrêté pour dire pour limiter le mandat, pour limiter sa d'action sur le police? C'est ça que mon CSPN, là, il y a un problème pour Chita, pour garder, qui a fait besoin. Ce pays a commencé un problème, car il résout ce problème. Alors, je dis à ce moment, c'est un décabage sans ça, à des mecs qui ont des présidents tout, qui ont comprendre, les caps sortiront arrêtés pendant le Parlement là, pour remplacer son loi. Si vous avez un problème, si son loi n'a pas modifié, il y a beaucoup de Parlement, il faut pour dire loi dans le Parlement, pas mal regarder votre situation, si vous avez un vote, et arrêter à parler à chef de police, ça va même KPDL, moi-même de la police, et arrêter à pas aucun avenir, un de loin de près, qui a affecté la nation par rapport avec des démagogie qui est pouvoir faire là. Ou appeler fonctionnalité. On regarde le bagage, le bagage pays, le bagage de la police, le bagage de personne. Le bagage de l'équipe qui met personne dans le Parlement national, le bagage de nos niveaux là. Et des pays n'a pas. Ou même où son sénateur qui n'a pas HTK ou démaco dans une décision comme ça. Pas me démarquer, non, KPDL, il doit passer. Ils sont sénateurs de la République, oui. Ils sont sénateurs de la PHTK, la PHTK fait bon bagage. Les dirigeants de la PHTK fait bon bagage. Les sénateurs fait démagogie pour mener pas pour m'accorder la donne. Parce qu'ils ont une responsabilité envers la nation. Ils sont sénateurs de la République. Je dis à comme Nazou, le chef policier agit
à nos points. Et puis, bandit va la ria, ça l'aime pas regarder, kidnapping. Donc, le gars est dans la ria, et puis, ils sont pas là. Et puis, tout le monde parle à bruit. Et puis, nous menons le pays à la même pour 2004. C'est pas grave comme ça même. Ma position, que le virus va retourner soit illégal. Et qu'il y a peu de solutions à tout. Pas tout le monde. Il a été aussi clair. On est désolé pour la qualité du son qui n'est pas au top. Mais là, pour quelqu'un qui a été qui faisait partie du corps de la police, il a été aussi clair qu'il n'appuie pas ça. Alors. Ouais, Mario André-Sol, qui était au timon des affaires ou de la gestion de la police comme ancien directeur général, ben il n'appuie pas ça. Lui aussi, il craint un début de politisation de la police nationale. Et on connaît très bien, il n'a pas qu'à modifier une loi. Et même une loi interprétative d'une loi, il faut que c'est le Parlement pour voter. Donc ça veut tout le monde penser que ces marches-là, des suspects, et puis en plus de que le suspect, c'est que les nègres, monsieur, prend une décision là qui est préjudiciable pour l'institution. Ça montre peut-être qu'au fond, on a une vérité pour continuer la police là, sous couvre-feu. Ça, c'est une bagaille, on sent un mauvais signal lié pour l'institution. À n'importe qui l'est, Washington qui arrive en dedans. Mais tout, sans être fait là, tout, c'est, pour moi-même, c'est manifestation, tension interne ou bien division interne qui gagne au niveau de la police là. Probablement qu'il y a des gens qui affrontent la politique, et puis il est ficelle parce que il y a un problème. Le chef de la police, par exemple, même minimum, même pas qu'à faire. En termes de secours, lorsque c'est lui qui est commandement, c'est lui-même qui est nommé par le président, il est ratifié par le Sénat, c'est lui qui est autorité. Mais le vous là où des autorités le concernent, il n'y a aucun cas au niveau tout là. Et c'est aussi les organisations de défense des droits humains en Haïti qui montent au créneau, Jean-Numa. Oui, Pierre Espérance du RNDDH et M. Mortimé, Antonal Mortimé, et d'une autre organisation de défense des droits humains qui, enfin comme tous ceux que vous avez entendus au début, craignent, il craint une politisation justement de la police, M. Mortimé. C'est le même point de vue exprimé par Pierre Espérance. Diego Charles de Radio Vision 2000 nous résume ça. Défenseur de moun sa yo quoi, c'est une façon pour exécutif là qui contrôle la police là. Je suis supposé informer, mais arrêter ça, il dit faut qu'il approuve d'abord. Arrêter est capable de poser problème dans le fonctionnement PNH là, et ça capable de décision politique capable d'influencer l'agent police nationale là. Exécutif là, besoin de contrôle police là. Pour nous-mêmes, c'est un début de politisation de la police là. Des militants de moun sa yo pensaient arrêter ça à partir de force par rapport à la loi 1995 qui crée la police là. Ils ont demandé pouvoir législatif là pour prendre responsabilité dans le dossier ça. M'encourager au recommandement de la police là, chaque décision va prendre pour référer avec loi sous fonctionnement de la police là. Mais là, on n'a pas de nom à conflit, c'est comme ça. Arrêter à pas dans tête loi, c'est loi qui il faut passer arrêter. Arrêter ça, il vient modifier loi qui créait police là, alors que loi c'est une loi qui votée dans le Parlement ou arrêté présidentiel pas capable de modifier loi. Toute modification dans la loi, il doit passer par le Parlement. Donc dans le Parlement assumer responsabilité. Réaction ça y a fait, moins passé 24 heures de temps après publication arrêtée. Dans une note pour la presse RNDDH publié mardi ça, les parler de Rimet qui fait quoi, c'est un arrêté qui t'apprend pour protéger quelques responsables de la police là qui pas veulent obéir à l'ordre transfert yo. Directeur général de la police là, Michel-Angèle Déoncien. Waouh. Mais écoutez, là, s'il y a une seule personne qui voit toute une normalité dans il y en a au moins deux. Oh oui, naturellement. C'est Imler Rebu et c'est très. Guy Delva aussi. Ouais, bon, Guy Delva, c'est normal comme le président, mais comme le ministre du gouvernement. Mais on ne s'attendait pas nécessairement à un accord total comme ça, comme il l'a fait Imler Rebu dans cette affaire-là, puisqu'il a été lui, il connaît bien les rouages de la police, il a écrit pas mal de c'est d'abord et avant tout un militaire qui connaît bien le fonctionnement de l'armée. Et de la police aussi. De la police aussi, mais sa spécialité c'est l'armée en fait. Il doit connaître la police aussi, comment ça fonctionne. On est d'accord. Mais sa première spécialité, c'est l'armée. C'est un ancien ministre des Sports de Michel Martelly, de PHTK. Et donc, le seul, à part des gens au sein du gouvernement, c'est le seul jusqu'à présent à se prononcer en faveur de cet arrêté-là. On va écouter Imler Rebu. Jean-Lien a arrêté avant que vous mettez une décision en application, il y a un devoir d'information. Et son bac qui était fait pour le là, déjà, s'il pas là, déjà, son
anomalie. Et on n'a pas besoin d'arrêter pour ça, il fait pour le dans code de procédure de fonctionnement institution même. Est-ce que là, mon pas supposé craindre que PNH a une politisé à partir de arrêter ça? C'est toujours une crainte qui gagne en Haïti parce que justement, il y a un déficit de confiance. Il n'est pas normal tout que tu as une institution armée dans le monde et puis c'est le monde qui prend une décision et puis le monde qui est responsable politique pays n'est pas au courant. Et c'est puis au courant, c'est pas au courant pour opposer ou bien pour rentrer et faire lâcher couper dans la police là. C'est au courant pour c'est pas les bonnes conséquences et puis ils pas informé. C'est totalement normal. Voilà. Himmler Rébu, ancien colonel des forces armées d'Haïti, ancien ministre des Sports, sous Michel Martelly, qui se prononce en faveur de cet arrêté. Et naturellement, on parlait de Guy Delva, le ministre des Communications, qui justement défend la publication de cet arrêté-là. Guy Delva s'est même déplacé pour aller à Radio Quisqueya, au journal 4 heures de Liliane Pierre-Paul, pendant une trentaine de minutes, sinon plus, à discuter de cette question-là, à débattre avec Liliane Pierre-Paul. Ce qu'il dit, c'est que non, il n'y a pas nécessairement de politisation de la police. Au contraire, le gouvernement, la présidence, le Premier ministre veulent vraiment s'assurer que les bonnes décisions soient prises, parce que si ça barde dans les rues, politiquement, ils porteront le chapeau. Donc, il y a des décisions que le chef de la police pourrait prendre, qui pourraient déranger justement la situation politique. Donc, ils veulent s'assurer qu'ils soient informés de ces décisions-là. Voilà, écoutons Guy Delva. Directeur général police, là, faut me répéter, en dans CSPN, non, c'est pas CSPN qui parle pour décision en dehors du directeur général. Directeur général a chita en dans CSPN, non, il a discuté, mais là, ça n'a pas assurance que décision pour le prendre, parce que il y a des décisions, directeur général la prend, et vous avez des gouvernements en courir, ou des pays à courir. Oui, oh, mais là, ça, si ZPT le pays à gouvernement, c'est lui-même qui parle à l'ADC. Il n'a pas accusé. Il n'a pas accusé, c'est le gouvernement, il n'a pas accusé qui dit il n'a pas de responsabilité. Donc, l'idée de bon ton que les conseils de décision importants qu'à prononcer les niveaux, et que nous sommes d'accord sur lui. Nous tous nous d'accord sur lui, nous disons d'accord, ça bon pour le pays. C'est pas rien de comme si côté. Désormais, c'est politicien qui. C'est un politicien. C'est SPN. C'est SPN. C'est SPN prévoit. Il prévoit pour ça. Il est déjà là. Il n'a pas de politicien à chercher. Mais dans n'importe quel pays au monde tout. Comme si nous dit, il y a des autorités qui obligées de prendre des responsabilités dans la question de sécurité. Parce que si le pays a tombé dans le boom, premier moun yo pas l'accuser, c'est pas même directeur général police non, il va le dire c'est gouvernement, c'est président, c'est premier ministre, c'est gouvernement. Cette affaire a pris beaucoup de place dans le magazine, on l'a compris, mais il va falloir qu'on parle d'autres choses, comme la visite de Jovenel Moïse à Taïwan. Ouais, depuis le week-end dernier, depuis samedi dernier, je crois que le président a pris l'avion pour Taïwan avec une forte délégation qu'on disait, et c'est hier finalement qu'on a pu savoir qu'il y a 30 personnes au moins qui accompagnent le chef de l'État à Taïwan. Qui sont-ils? Et comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il a été fait? Habituellement, quand le chef de l'État prend l'avion, au départ, au salon diplomatique de l'aéroport, il rencontre les médias pour donner une conférence de presse, parfois répondre à certaines questions. À certaines questions ou sur des sujets assez chauds de la vie politique de manière générale, mais non. Il n'y a pas eu ça. C'est comme si Jovenel Moïse prenait l'avion sur la pointe des pieds en quittant le pays avec une délégation d'au moins 30 personnes pour aller à Taïwan. Et Liliane Pierre-Paul interrogeait justement Guilherme Delva, ministre des Communications du gouvernement, à ce sujet-là. Il n'y a pas eu plus de réponses que ça. Coopération pas nous avec Taïwan, on est capable de dire, c'est une bonne coopération. Jusqu'à présent, dans la phase où nous sommes là, nous sommes capables de renforcer. Il y a une nécessité pour nous renforcer la coopération, ça justement, parce que c'est l'intérêt pays d'Haïti que le président Jovenel Moïse a défendu. Ouais. C'est-à-dire que... Le chantage, non, le fait sous Taïwan, là? Non, pas de chantage. Nous pas dans le chantage. Nous sommes partenaires, nous respectons. Taïwan, 150 millions l'a prêté? Non, pas dit ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de chantage, comme s'il faut bomber ça, faut pas bomber ça. Non, non, c'est pas ça. Nous pas dans la logique ça. Nous respectons les partenaires. Mais tout bas chef personnel.
Avec tout entourage. Soit parler là, m'ba courant. M'ba connaît. Et même c'était président Jovenel Moïse pas dans logique ça lui-même. La décapé dans l'ONU, il était dit pour Taïwan entrer dans l'ONU. Et pour Gamé, c'était dit. Non, mais pour ça, comme je pense que c'est un avantage personnel à chercher là-dedans. Non, mais ça, c'est au bagage que le pays d'Haïti, déjà, une tradition de coopération avec Taïwan. Donc, il était juste continué. Il compte Catalogne pour l'indépendance, et puis pour Taïwan, l'indépendance. On allait. Bon. Bonne liste de délégations. Comme gouvernement qui a pratiqué transparence. 30 personnes qui ont accompagné le président. Vous êtes ministre de communication. Ok, très bien. Et pour mettre tout. Non, pas je ne vais pas t'attendre pour poser question. Je ne vais pas dire ça même. Je ne vais pas marcher avec Lisa. Je ne vais pas marcher avec Lisa même. Comme si. S'ouvre-moi. Et pas une cachette. Non, attendez. Et depuis samedi, c'est pas une cachette. C'est-à-dire que, bon, l'opéra le fait voyage ça. Il y a des gens dans le secteur privé, justement, qui ont des projets. Ce n'est pas l'État seulement, pas l'État seulement qui a bénéficié. Le secteur privé a bénéficié, c'est dans l'économie comme la rentrée. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques multi-ethniques à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétiques multi-ethniques, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques multi-ethniques vous rembourse le double la différence. Cosmétiques multi-ethniques 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétiques multi-ethniques. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, 7h48, voilà. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, et vous nous suivez sur Facebook, en direct également. Et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Ce sont les commentaires, Jean-Étienne. On va s'arrêter longuement sur l'arrêté. Oui, c'est clair. On n'a pas le choix et ça domine l'actualité. Ouais. Et ça demande pas mal de réflexion. Moi, je pense qu'il y a un principe fondamental qu'on doit vraiment prioriser dans ce cas, c'est le principe de la hiérarchie des normes ou des lois en droit. François Denéus en a parlé. Et il y a beaucoup d'autres en ont parlé. C'est fondamental. C'est le b.a.-ba même de la hiérarchie des normes qui veut que
une loi a la prédominance en termes de contenu et de valeur par rapport à un arrêté, ça c'est clair. Et si on devait appliquer la loi... Ça, la simple logique humaine bien sûr, commande, là. Mais justement, si on devait s'arrêter sur cette logique, on ne devait même pas faire tout ce débat-là. Non. Écoutez, tout simplement. Parce que la loi, il y a une loi qui règle les choses. Maintenant, tu viens avec ton arrêté. Le débat s'impose puisque le chef de l'État a déjà publié son arrêté. Oui, mais est-ce que ça vaut la peine vraiment de passer tout ce temps là-dessus? Parce que si on veut faire respecter la loi, on n'a même pas besoin de s'interniser là-dessus. Tout simplement parce que la loi, l'arrêté du président de la République ne devrait pas remplacer la loi qui est votée par le Parlement, etc., etc. Je crois que Jovenel Moïse vient d'ouvrir une boîte de l'obéi. Ok. Il faut être haïtien seulement pour comprendre. Oui, permettez-moi de dire ça comme ça. Il vient d'ouvrir une boîte de brigandaille. Voilà. Hein? Pourquoi? Parce que à entendre un peu tout le monde, et puis ça a été nécessaire d'entendre la position d'un peu tout le monde à ce stade-ci de la situation. Il y en a qui appellent aujourd'hui le chef de la police, M. Gédéon, Michael Gédéon, à ne pas s'opposer à cet arrêté. Il aurait pu le faire. Oui, parce qu'il a justement. Pourquoi? Parce que la loi de 1994-95 sur le fonctionnement de la police détermine comment est-ce que ça doit se passer. Absolument. Les décisions de M. Gédéon ou n'importe quel chef de la police. Ok, ça c'est une chose. Et cet arrêté, c'est une violation, disons-le, de cette loi-là. C'est clair. C'est clair. Tout le monde l'a dit et on s'entend. Je regrette, n'en déplaise à mon colonel, là, il me l'a rébu, on n'est pas d'accord. Ok? Ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va fonctionner? Écoute, c'est sûr que ça va garder encore l'actualité. Peut-être tu vas voir, et c'est dommage que même des ambassadeurs vont rentrer, vont dire leur mot là-dessus. Mais la question fondamentale qu'on devait essayer de comprendre, Jean-Numa, qu'est-ce qui est derrière la tête de Jovenel Moïse et son gouvernement pour prendre de vouloir contrôler ou, je sais pas, politiser, si tu veux, la police? Pourquoi? C'est quoi ce... c'est peut-être par rapport à... Il y a deux choses. D'abord, par rapport aux prochaines élections, pour essayer de contrôler un petit peu ça, parce que l'implication de la police d'année en année dans les élections, puisque la ministre n'est plus là, des choses comme ça, non. Ça me paraît logique, effectivement. Oui, la ministre n'est plus là, les prochaines élections, c'est la police nationale qui aura un rôle extrêmement important dans la sécurisation des boîtes d'urnes, dans le transport, dans ci, dans ça. Mais écoutez, quand la présidence et le bureau du Premier ministre sont impliqués dans ça, dans la gestion de la police, et aujourd'hui, l'arrêté dit que toutes les décisions du chef de la police doivent être approuvées par la présidence et la primature, donc qui font partie du CSPN. Or, le chef de la police, on ne l'a pas noté tantôt, Jean Etium, trouve sa légitimité au Parlement. Oui, le Sénat en particulier. C'est clair. Oui, le président de la République nomme le chef de la police, mais sans le vote du Sénat, et d'ailleurs, le Sénat peut même révoquer le chef de la police. Oui, c'est clair. C'est même pas le chef de l'État. Ouais. Donc, si Michael Gédéon, sur la base de cette légitimité parlementaire qu'il a reçue lors d'un vote, pour un mandat de 3 ans, s'il décidait le moindrement de ne pas respecter cet arrêté, Jovenel Moïse n'aurait pu rien faire. Donc le Parlement pourrait justement entrer dans un conflit à travers Michael Gédéon avec le chef de l'État. Et pourquoi Jovenel Moïse a ouvert ça si c'est pas pour aller vers une politisation de la police, pour contrôler les prochaines élections? Il y a 2 choses importantes à suivre encore sur cette affaire. C'est d'abord la position même de M. Gédéon. J'aimerais bien l'entendre pour dire, lui, ce qu'il pense de il va pas s'exprimer. Pourquoi toi, t'allais t'exprimer? Pourquoi pas? Mais ça aurait été intéressant de l'entendre lui-même pour donner son point de vue par rapport à la loi et ce décret. Comment il se situe. Je sais pas, donner son point de vue. Qu'est-ce qu'il pense de tout ce décret? Parce que ça le concerne directement ou indirectement. Tout le monde en a parlé. Il allait dire, tout ce qu'il aurait à dire s'il devait parler, c'est dire, moi je ne reconnais pas cet arrêté-là, mais tu allais le dire, toi. Mais il va falloir attendre un peu au pouvoir. Parce que justement, Jean-Numa, comme acteur, si tu fais la liste des acteurs,
Après l'arrêté, l'acteur principal qui vient, c'est M. Gédéon. Il faut qu'on l'écoute aussi pour comprendre son point de vue. Oui, parce que effectivement, s'il y a une loi, si Jovenel Moïse voudrait modifier ça, il devrait s'adresser au Parlement, pas prendre toute la procédure, etc., déposer le projet, etc. Oui, mais parce que normalement, vous prenez un arrêté lorsque, justement, les lois font défaut. Ouais. Dans X ou Y domaine. Et qu'il y a une situation donnée dans la société et qu'il faut vraiment prendre une décision, réglementer ça. Donc, en attendant une loi, vous prenez un arrêté. Ton argument de tout à l'heure m'a beaucoup intéressé par rapport à la possibilité qu'ils essaient de contrôler ça par rapport aux élections. Parce que tu sais, la police et la justice, c'est des éléments extrêmement importants dans le processus électoral, d'une façon générale, en Haïti en particulier. Les gens n'ont pas compris ça, ou parfois ils pensent pas à ça, ils voient toujours les partis politiques. Mais tu ne peux pas tu ne peux pas arrêter un bandit s'il n'y a pas la police au cours des élections. Tu ne peux pas faire un procès verbal. Non, la police est au cœur de ça. Fondamental. Que ce soit pour la sécurité ou la procédure judiciaire même, ça commence avec et par la police. Donc si tu contrôles vraiment la police, imaginez ce qui va se passer en termes de contrôle en grande partie des élections dans un pays comme Haïti. On sait que les institutions sont faibles. C'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec, effectivement, dans le sens, on sait que si le gouvernement arrive vraiment à contrôler la police, beaucoup d'autres choses vont venir. Oui, Michael Gédéon est dans une situation plutôt délicate. Ouais, ça on peut le dire. Parce que quelque part, il a les pieds et les mains liés avec cet arrêté. Par rapport à la gestion sur le plan technique, comment est-ce qu'il voit la sécurité et comment placer ses pions, ses hommes pour donner du résultat. Et souvent, s'il ne donne pas de résultat, le Parlement peut le convoquer pour lui demander des nouvelles. Justement. Tu sais, une dernière chose que j'aimerais souligner avant qu'on parte, parce que là, l'heure avance, j'en ai marre, c'est que ça peut être une preuve que la présidence n'a pas le contrôle de la police. En général, il ne devait pas avoir le contrôle de la police. Mais ce qui arrive souvent, bizarrement, c'est que la présidence trouve une façon vraiment de manipuler les chefs. Exactement. Excuse-moi. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas encore à ce stade-là. Ils ont de la difficulté à le faire et ils essaient de trouver un cadre légal pour pouvoir influencer la police. Ça, c'est aussi il y a le fait qu'il y a vraiment une tendance à rendre la police plus professionnelle. Aujourd'hui, puis bon, il y aura les prochaines élections. Je crois que on est parti pour un gros lobby, là. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. On vous retrouve demain pour une autre édition de Nos Nouvelles. Merci.